Les crypto-monnaies, actifs incontournables ou mirages spéculatifs, c'est la question qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir Stéphane Rudzinski. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Président et fondateur de Retores Finance et Bitcoin maximaliste. On va le voir ça dans un instant. À vos côtés, Philippe Mousseau. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Vous êtes managing partner chez Bonjour Patrimoine. Et puis, on accueille également Édouard Béliard. Bonjour Édouard. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la distribution et partenariat chez Meria. Meria qui est une plateforme qui propose des solutions aux conseillers en gestion de patrimoine. Alors, si ce nom vous dit rien, peut-être vous connaissez le patron emblématique, Owen Simonin, dit Hasher sur les réseaux, sur YouTube en particulier. Grand expert et depuis longtemps des bitcoins et des altcoins. Stéphane, on commence avec vous. Je disais il y a un instant pour vous présenter que vous êtes tombé dans la marmite. En tout cas, vous êtes convaincu par ces nouveaux crypto-actifs. Racontez-nous. Écoutez, nous, on suit une thèse d'investissement qui est finalement assez simple. Hein. Quand on regarde finalement le pouvoir d'achat des grandes monnaies, on s'aperçoit que toutes les grandes monnaies, euros, dollars, même francs suisses, perdent du pouvoir d'achat année après année. Et pour différentes raisons, hein, parce qu'on a des États qui sont très endettés, parce qu'on a des banques centrales qui émettent beaucoup de billets. Hein. Je vous rappelle que la croissance de la masse monétaire aux États-Unis en dollars, ça a progressé de 6 à 8% jusqu'en 2008. En 2008, on a une vraie accélération où ça augmente à près de 20% par an. Donc le nombre de dollars en circulation augmente. Et je fais souvent le parallèle avec ça. Avec $1 de 1930, vous achetiez 10 bouteilles de bière. Aujourd'hui, avec $1 de 2025, vous vous offrez même pas un café chez McDo. Donc toutes les grandes monnaies perdent du pouvoir d'achat. Et donc dans cet environnement-là, effectivement, Bitcoin, alors, je ne vais pas parler de toutes les cryptos, mais Bitcoin constitue un actif anti-inflationniste, selon nous, par ses qualités intrinsèques. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Je répète ce que dit d'ailleurs Larry Fink, hein, qui est le président de BlackRock, excusez-moi, et qui dit de Bitcoin que c'est un actif anti-inflationniste. Ouais. Alors qu'il disait le même Larry Fink il y a une dizaine d'années, c'est une monnaie pour mafieux. Exact. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'usage du Bitcoin, sauf peut-être effectivement des échanges peu recommandables. Et il a complètement tourné kazakh finalement, Larry Fink, et c'est devenu un avocat. Il faut dire qu'il y a un énorme succès sur les ETF Bitcoin en particulier. L'année dernière, je crois que l'ETF de BlackRock collecte 37,4 milliards d'euros. C'est le deuxième plus gros collecteur de fonds aux États-Unis. Et ce qui est hyper intéressant, si vous allez sur YouTube, vous retrouverez très certainement l'interview qu'il a fait pendant le forum de Davos, où il explique en fait, que lorsqu'il va discuter avec des gérants de fonds souverains, Norvège, Qatar, Arabie Saoudite, etc., ces gérants lui disent qu'ils vont investir 3 à 5% de leurs actifs dans des cryptos et notamment sur Bitcoin. Ouais. Et donc lui le dit très clairement, hein, il voit potentiellement Bitcoin sur des valorisations de 500 000 à 700 000 $. 500 000 à 700 000 $, un Bitcoin, on est aux alentours des 100 000, elle est peu ou prou à 10 000 $ près. Aujourd'hui, Philippe Mousseau, je vous voyais deviner de la tête, effectivement, avec ces chiffres énormes. Mais c'est vrai que si tout le monde se met à considérer le Bitcoin comme une monnaie de réserve, finalement, on peut atteindre des prix stratosphériques. Oui, alors c'est vrai que c'est un actif qui est quantifié dans le temps. On sait qu'il y aura un nombre limité de Bitcoin, 21 millions. Effectivement. On en a déjà perdu pas mal. Oui, il y en a à peu près 20 millions en circulation. On sait qu'à horizon 2100, 2120, il n'y aura plus de Bitcoin qui seront créés. Donc ça, clairement, par rapport à une classe d'actifs, c'est toujours intéressant parce que la valorisation d'un actif se fait toujours par l'offre et la demande. Voilà, ça, c'est valable pour tout type d'actifs. Et donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à imaginer, entre guillemets, une valorisation qui va croître sous réserve que ça s'échange, qu'on ait envie de l'échanger en fait. Alors comment on explique justement, vous parlez d'offres et de demande, que soudainement, ça perd, et c'est souvent arrivé hein, dans le cas du Bitcoin par exemple, des 80-90%, c'est extrêmement dur de résister à cette volatilité, Édouard Béliard. Oui, la volatilité, elle est extrême sur ce marché. Et justement, elle est très liée finalement aux différents effets d'annonce qu'on peut avoir, surtout actuellement, très liée à la macroéconomie, très liée à la géopolitique. Le marché crypto fait partie aussi des marchés les plus liquides aujourd'hui. Donc, il est facile de rentrer, il est facile d'en sortir. On trouve souvent une contrepartie en face, sauf sur les actifs qui sont sortis très récemment. Mais sur le Bitcoin, vous avez une liquidité qui est très, très importante. Oui. Donc, on rentre, on sort. C'est aussi très corrélé au marché technologique américain aujourd'hui. Et on a
on a vu la récente baisse qu'il y a pu y avoir sur ces marchés-là avec les différentes annonces de Trump et les problèmes de tarifs douaniers avec l'ensemble des grandes économies de ce monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi sa résilience. Parce que même si on a une volatilité à la baisse, on a une récupération quasi immédiate dans les jours qui viennent, enfin dans les jours qui suivent, pardon, et qui refont ce retard. Un peu comme les valeurs de la tech, hein, d'ailleurs, ça suit à Tout peu à près fait. le même schéma. Donc on peut avoir des grandes amplitudes, mais ça rattrape, ça va très vite à la hausse comme à la baisse. Oui, à la hausse comme à la baisse. Alors c'est un peu plus, c'est pas exactement la même chose pour les altcoins qui suivent derrière. Généralement, ils sont tout aussi sensibles, mais surtout à la baisse. Donc on a une dominance vraiment de Bitcoin aujourd'hui sur le marché, hein, qui représente à peu près 65 à 70% de la valorisation globale. Mais est-ce que c'est pas le fait, justement, comme disait Stéphane à l'instant, qu'on a des ETF sur Bitcoin, qui est le marché le plus profond, le plus liquide, et pas du tout sur les petits altcoins, c'est-à-dire les autres tokens? Il y en a sur l'Ether aujourd'hui, mais l'Ether qui inquiète aussi en ce moment de par différents aspects technologiques et aussi dans sa roadmap pour la suite. Bitcoin, lui, fédère parce qu'on y trouve vraiment une utilité. Il a été adoubé par les acteurs financiers, comme vous le disiez. Et donc, on a vraiment une véritable utilité. Mais après, si on regarde les précédents cycles, c'est exactement le même schéma. On a une dominance de Bitcoin jusqu'à ce qu'on appelle la all season, parce qu'après, les investisseurs finalement vont chercher le rendement là où il est, parce qu'on sait que Bitcoin ne peut pas non plus monter indéfiniment, même s'il y a une véritable utilité derrière, une véritable valeur. On pense que dans tous les cas, ça restera cyclique et que la tendance va aussi un peu s'inverser, même si Bitcoin va continuer de monter dans les années à venir, on en est convaincu. Il va aussi laisser la place aux autres, parce qu'il y a d'autres projets très intéressants qui suivent. Projet très intéressant et projet aussi de temps en temps un petit peu farfelu. Oui. On pense évidemment au meme coin. Trump a lancé son altcoin qui a flambé lors de l'investiture, qui ensuite... voilà, c'est vrai que c'est un peu le Far West finalement, ces monnaies, Alors, en crypto. Stéphane? Je peux me permettre juste un mot sur la volatilité. Alors Bitcoin, c'est très volatile. Je crois que la volatilité de Bitcoin, c'est 100%. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément parce que finalement, le jour où ça ne bougera plus, ça veut dire que c'est devenu un véritable étalon de valeur. Ce n'est pas le cas encore, et c'est justement la thèse d'investissement. Donc le jour où vous n'avez plus de volatilité sur Bitcoin, c'est que Bitcoin vaut 1, 2 ou 3 millions de dollars. C'est la première chose. Ensuite, ce n'est pas parce qu'un actif est volatile, voire très volatile, qu'il ne faut pas en avoir dans son patrimoine. La Alors volatilité, expliquez-nous. la volatilité, le risque, ça va déterminer la proportion de l'actif au sein du patrimoine. Donc si c'est un actif très volatile, on va limiter la proportion à peut-être 2, 3, 4, 5%. Mais objectivement, je me sentirais aujourd'hui en défaut de conseil de ne pas expliquer ma conviction sur Bitcoin notamment à mes clients. D'accord. Philippe Mousseau, justement, c'est intéressant parce qu'il y a ce fameux ratio de Sharpe, risque-rendement. Finalement, on sait que ça peut monter de 100%, mais aussi baisser. Du coup, d'en avoir 2 ou 3%, on ne prend pas un risque phénoménal sur l'ensemble de son portefeuille. C'est ça que vous racontez à vos clients? Oui, je rejoins tout à fait Stéphane. C'est important, effectivement. Le métier de CGP, c'est effectivement plutôt un métier de conseil en organisation patrimoniale. Donc, c'est effectivement de structurer différentes enveloppes, différentes classes d'actifs en fonction des moyens de nos clients pour atteindre des objectifs. Et effectivement, ce que disait Stéphane à l'instant, c'est la notion de profil investisseur qui est également très importante à prendre en compte parce qu'on n'aura pas dans l'allocation stratégique, c'est-à-dire actions, obligations, fonds euros, crypto, private equity, etc., on n'aura pas la même proportion dans la délivrance du conseil. Bien sûr. Pour quelqu'un qui est très dynamique pour quelqu'un qui est effectivement beaucoup plus prudent. Mais je rejoins tout à fait sur le fait que c'est une classe d'actifs qui doit être intégrée, à notre sens également, dans une structuration de patrimoine, dans des proportions effectivement qui varieront en fonction de l'appétence au risque de nos clients. Ouais, j'ai une question là pour les gérants. On est, dans votre clientèle, on est plutôt hors ou hors numérique crypto-actif? Ou les deux? Les deux. Alors chez Atos, on est sur les deux. D'accord. Voilà. Avec la même conviction, parce que l'once d'or flambe en ce moment, mais peut-être pas jusqu'au niveau que vous nous avez indiqué, Stéphane. Alors, je vous répète, vraiment, c'est très important, mais les fondamentaux des tests d'investissement chez Atores, c'est vraiment la perte de pouvoir d'achat des grandes monnaies. Donc, on va essayer vraiment d'orienter nos clients vers des actifs qui résistent en fait à cette inflation, en quelque sorte. Donc, on a l'or, évidemment. On a Bitcoin, qui est pour nous un peu de l'or numérique. Et
on va les faire investir également sur des classes d'actifs qui sont tenues par des agents économiques rationnels, c'est-à-dire des actions cotées, non cotées. Mais oui, donc Bitcoin et or, pour nous, c'est quasiment comparable. Ouais. Il faut se protéger de l'inflation, c'est ça Oui, aujourd'hui, tout à fait. et cette Et érosion. Bitcoin a peut-être des qualités supplémentaires par rapport à l'or, puisque l'or, finalement, aujourd'hui, moi, sur les chiffres que j'ai, finalement, sur l'or qui est en circulation, ça représenterait à peu près 2-3% de l'or terrestre, qui est encore enfoui dans les couches. Et vous savez très probablement qu'il est possible aujourd'hui, techniquement, de transformer des métaux ferreux en or. Ça coûte très, très, très cher, Ouais. mais c'est possible. Mais le jour où cette technologie deviendra beaucoup moins chère, on pourrait se retrouver avec beaucoup plus On d'or. pourrait produire de l'or à bas coût. Exactement. Sur Bitcoin, c'est pas possible. Ouais. La 5e grande qualité de Bitcoin, c'est le fait qu'on a dit, hein, ça sera limité à 21 millions d'unités. Et pour qu'il y ait un changement de ce paradigme, il faudrait que tous les nœuds soient d'accord à l'unanimité, Ce qui est ce qui pratiquement... est quasiment impossible. D'accord. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, je pense, de changer, de faire modifier le protocole Bitcoin. Ouais. J'ai une question justement sur la détention de ces bitcoins. Alors, Meria, vous proposez des protocoles justement pour détenir même des mandats sous gestion, hein, pour détenir et faire des portefeuilles. Il y a aussi ce qu'on peut détenir sur ce qu'on appelle les ledgers, des clés physiques, avec tous les problèmes. Donc, finalement, on a son coffre-fort numérique sur soi. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, il y a pour moi, trois grands moyens d'investir sur Bitcoin, effectivement par le biais des exchanges. Ce que je déconseille de faire, moi j'ai commencé comme ça, mais je trouve ça très compliqué. La plateforme peut se faire hacker, on l'a déjà vu, Oui. on peut perdre les clés, on peut se faire rançonner. Il n'y a pas de gestion de la fiscalité. Vous savez que lorsqu'on revient en euros et qu'on dégage une plus-value, il faut déclarer. Là, pour le coup, vous n'êtes pas ou très très peu accompagné par les plateformes. Et si vous venez à décéder, qu'il vous arrive quelque chose, bonne chance pour votre épouse, vos enfants ou votre notaire pour retrouver les codes. Donc on va déconseiller en fait cette modalité d'investissement. Ensuite, on a deux autres possibilités. La première, c'est d'investir dans des fonds Bitcoin. D'accord ? Il en existe, chez Tobam par exemple. Je rappelle que IShoFT a créé le premier fonds Bitcoin européen en 2017, je crois. Donc, il est ouvert aux investisseurs professionnels, mais vous avez aussi des choses qui ressemblent pas mal à ça. Encore chez Tobam, hein, je vais les reciter, mais vous avez des fonds qui ont dans leur portefeuille des actions qui sont très corrélées à Bitcoin. Donc, par exemple, comme Coinbase, etc. Et là, vous allez avoir un niveau de corrélation de 60 à 70%. Ces fonds-là, vous allez pouvoir les mettre dans des contrats d'assurance vie, français, luxembourgeois, même des PER. Donc, on a un Canada Dry de la cryptoactivité. Oui, exactement, avec une très belle corrélation. Et puis enfin, ce qui se développe quand même pas mal maintenant aussi, c'est les mandats de gestion qui sont proposés par les PSAN, prestataires en actifs numériques, qui deviendront PSCA normalement en juin 26. Et c'est vrai qu'il y a un certain goût, un gros attrait même pour ça, parce que vous savez que depuis le Brexit, il y a beaucoup de hedge funds qui sont venus s'installer à Paris, Citadel, SquarePoint, etc. Et donc, il y a des équipes de ces hedges qui sont sorties et qui appliquent leur méthode quantitative sur les cryptos. Et ça marche plutôt bien parce que c'est plus volatile que les actions. Et souvent, ils vont travailler avec des PSAN pour donner des recommandations à l'achat et à la vente. Et on obtient des performances, enfin, les PSAN obtiennent des performances très intéressantes sur les mandats de crypto. Très bien, voilà pour cette première partie, messieurs. En tout cas, engouement pour la crypto. On peut en avoir évidemment sous diverses formes. On va continuer à en parler dans le débat. C'est cryptoactif. Alors, est-ce que c'est une révolution patrimoniale ou un mirage? Réponse tout de suite dans le débat.